6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Le nouveau contexte mondial de la mutation géostratégique et de révolution scientifique et technologique offre à l'Afrique l'opportunité de s'affirmer pleinement dans le nouvel ordre économique mondial. Émergence, tous les vendredis entre 15h et 16h, dans une action inspirée pour la réflexion et une réflexion qui suscite l'action. Flamme Sassi et ses invités traitent des questions africaines. Émergence, réenchanter idéologiquement l'Afrique. Émergence, tous les vendredis de 15h à 16h avec Flamme Sassi. Émergence. Depuis les années 1960, le processus de décolonisation n'occulte pas la pérennité des politiques d'influence des grandes puissances. Celles-ci mettent en avant leur impératif géostratégique, la raison d'État au profit de l'assurance de leur rayonnement international, d'où une floraison de concurrence mutuelle et plurisectorielle, obtention des marchés destinés à l'exploitation des ressources minières, énergétiques, politiques contractuelles pour vendre des technologies et savoir-faire, des armes, aéronefs et équipements industriels, etc. Les impératifs de géoéconomie incitent donc à la captation des ressources naturelles autant que des matières premières qui attisent convoitises et concurrence entre grandes puissances via les multinationales. De la décolonisation aux politiques d'influence des grandes puissances. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire multiculturel et panafricain. Vous êtes sur Taxi FM dans l'émergence, une émission qui pose les termes d'un débat qui se veut ancré sur le continent et discuté par les principaux concernés, c'est-à-dire les Africains et la diaspora sans exclusive sur l'origine de tout ce qui ont en commun d'avoir à cœur l'avenir de l'Afrique. 93.1 Taxi FM. De la décolonisation aux politiques d'influence des grandes puissances, notre invité vous est déjà familier, pasteur, panafricaniste, juriste. Stéphane Quevidien, merci d'être toujours disponible pour la cause africaine. C'est un plaisir. Je salue les louables auditeurs de Taxi FM. Ils sont toujours fidèles et sans oublier celui sans lequel nos voix ne porteront nulle part. Qui est finalement devenu votre ami, Francis Dailly. Bien sûr. Louables auditeurs qui sont honorés d'être avec nous. Nous ne sommes pas peu honorés. Nous sommes plus honorés que de la décolonisation aux politiques d'influence des grandes puissances. Vous imaginez que j'allais vous demander ce que c'est que la décolonisation dans votre conception. Je peux aussi imaginer déjà votre réponse, mais je vous la pose quand même cette question. Qu'est-ce que vous comprenez par décolonisation? Dans un fameux cours d'histoire, on nous a donné une leçon intitulée La décolonisation. Et on nous a fait comprendre que l'oppresseur a donné sous sein privé la liberté aux oppressés, ce qui a, entre guillemets, conduit vers l'indépendance. Et à ce que je sache, un opprimé qui est entre les mains d'un oppresseur se libère. Chaque fois que ce n'est pas le cas et que c'est l'oppresseur qui donne un semblant de liberté, cela veut dire que cet opprimé demeure entre les mains de son patron. Il n'est pas libre. Conclusion, il n'y a pas de décolonisation. Il n'y a pas de décolonisation. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous n'avons pas d'État africain en Afrique. Par contre, nous avons des photocopies ou prototypes hybrides d'États qui ne sont ni conformes aux originaux européens, ni propres à l'Afrique. Pour cela, quelles que soient les considérations politiques qui préside à la création d'un État, la vie de l'individu se fonde sur la famille, la tribu, puis la nation et enfin l'humanité. L'élément essentiel reste le facteur social. Le nationalisme en est l'élément constant. Pour former des êtres humains, il convient donc d'insister sur la réalité sociale
préserver la famille, la tribu, et tant que couverture et école sociale naturelle, et enfin la nation. Et ça, je ne fais que citer Mohamed Kadhafi. Omar Kadhafi, c'est pour dire que l'ex-président libyen qui est décédé, on le sait tous, dans un contexte assez particulier. Mais déjà, quand on vous écoute, ça veut dire que vous donnez des éléments justificatifs de votre réponse, parce que vous nous disiez qu'il n'y a pas de décolonisation, puisqu'en termes plus simples, il faut dire que la décolonisation, c'est le retrait des puissances occidentales, des puissances coloniales, justement, de l'Afrique après la Deuxième Guerre mondiale. Et vous avez dit quelque chose de très important dans votre réponse, du moins au début de la réponse, vous disiez que l'opprimé doit chercher sa liberté. C'est important de le souligner, parce que c'est pas l'oppresseur qui donne la liberté, mais c'est l'opprimé qui l'arrache. Qui arrache sa liberté. Et c'est important. Et donc c'est un message qui s'adresse finalement aux Africains, pas aux puissances occidentales. Bien sûr, ça s'adresse à nos frères africains. Nous devons nous réveiller. Ça s'adresse à nous. Oui. Pas à nos frères. À nos frères africains. À nos frères, parce qu'ils sont nos frères et nous sommes tous africains. Oui. À nous, africains. D'accord. Et je continue pour dire qu'il n'y a pas de décolonisation, parce que dans mon petit quartier de Nikonakwe, il y a un lycée français et il y a le lycée Charles de Gaulle. J'aurais aimé voir dans le 16e à Paris un lycée Sylvanus Olympio, un lycée Kwame Nkrumah, un lycée Thomas Sankara et pourquoi pas un lycée Nelson Mandela. Si la réciproque n'est pas possible, cela veut dire que nous sommes toujours sous l'ère de la colonisation. Et, Flamme, je peux te dire ceci. Un cochon que nous connaissons très bien, qui se salit, qui s'amuse dans les eaux sales et qui aime patauger dans la saleté, que vous habillez ce dernier en veste 3 pièces et cravate, va-t-il changer de nature ou sera-t-il toujours un cochon? Il sera toujours un cochon, mais cette fois-ci il sera propre. Vous voyez? Donc c'est pour dire c'est une réponse assez énigmatique, assez parabolique. Bon, enfin, on espère que vous allez être plus explicite dans la suite de cette émission. Oui, c'est pour dire. On a rhabillé la colonisation qu'on nous a apportée. Donc, nous ne sommes pas décolonisés. Et le lien est tout naturel. On nous a rhabillé avec la décolonisation, une autre forme de colonisation, d'où le néocolonialisme. C'est pas une autre forme. C'est la même forme, mais de manière beaucoup plus subtile. Donc c'est une nouvelle forme. C'est une nouvelle forme. Non, c'est l'ancienne. Non, c'est une nouvelle forme, monsieur Stéphane Quevidien. Est-ce que, oui, quand on sait que... Je veux te prendre un petit exemple de football. Le Real pas le Real de... Oui, je ne vous coupe pas, mais revenons à l'histoire. Marseille, qui a besoin d'une victoire, qui reçoit un but au début de match, demeure Marseille, n'est-ce pas? Ils ont encaissé, ils ont su revenir. Ils ont encore encaissé, ils ont su revenir, ils ont gagné. C'est le système qui a changé, mais c'est toujours Marseille. Donc, c'est pour dire que leur système a changé, mais leur identité, leur nature demeure. C'est la colonisation sous toutes ses formes. On peut dire, ça a été rhabillé, peut-être. Ce qu'il faut noter, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui de néocolonialisme, c'est des jeux de mots. C'est une colonisation sur une nouvelle forme, parce que, oui, et il faut quand même, les auditeurs ils comprennent, il faut quand même reconnaître qu'on n'avait pas quand même, les pays africains n'avaient pas leur hymne, n'avaient pas leur drapeau, c'était quand même rattaché sous tutelle, en fait, de Cela n'empêche pas que notre monnaie soit frappée par eux. Exactement. Cela n'empêche pas que notre éducation. Et ça, c'est un changement, vous l'admettez quand même que c'est un changement. Nous avons quand même atteint la liberté d'être libre, même si on n'est pas encore libre. C'est deux choses différentes. Atteindre la liberté d'être libre. Oui, mais avant, on n'avait pas vraiment cette liberté. Vous savez ce qu'a dit Malcolm X? Je m'excuse, nous sommes en français. Malcolm X. Il a dit, seul un abruti laisserait son ennemi éduquer ses enfants. Vous voyez comment c'est profond, c'est fort ce qu'il a dit? C'est pour dire que pour être indépendant, il ne s'agit pas de chanter son propre hymne. Je suis désolé. Il ne s'agit pas d'avoir son propre drapeau. Oui, je suis désolé. Je crois que M. Stéphane Quevidien ne se comprend pas. C'est-à-dire que vous confirmez en fait qu'il y a la colonisation, ça existe. C'est finalement devenu un secret de polichinelle pour tous les panafricanistes, du moins, même pas que les panafricanistes. Tout le monde s'accorde à le dire qu'il n'y a vraiment pas d'indépendance, que ce soit sur le plan politique, économique, etc. Mais il faut quand même noter qu'il y a une nouvelle forme
quand on dit que vous avez atteint la liberté d'être libre, quand on vous a donné votre indépendance, vous avez si bien dit que l'opprimé doit arracher sa liberté. Donc je crois que c'est une nouvelle forme aujourd'hui de colonisation et que l'Africain doit avoir son rôle à jouer. Nous avons du pain sur la planche. C'est mieux de le dire ainsi que de dire que nous sommes toujours sur la côte. Nous ne sommes pas à l'heure de... Oui, c'est vrai tout a été subtil, vous l'avez dit. Tout a été transformé. Nos ressources premières sont gérées par qui? Par les Européens. Et le rôle de l'Africain dans tout ça, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un contexte où on doit se laisser à des jérémiades, c'est-à-dire à des plaintes continuelles, à toujours jeter l'opprobre sur l'autre. On pose aujourd'hui la problématique de la responsabilité de l'Afrique et des Africains. Je n'ai jamais dit que les Africains ne sont pas responsables. Nous sommes des esclaves. On doit dépasser ce discours aussi. Je ne dis pas que les Africains ne sont pas responsables de nos douleurs. Ils sont complices. Ils sont complices. Les chefs d'État malvenus, les diplômés illettrés, c'est-à-dire que des diplômés qui n'ont que des diplômes, mais qui, dans la pratique, ont la tête vide quand il s'agit de l'Afrique et qui ne pensent qu'à s'enrichir, sont des illettrés. Une élite noire intellectuelle qui est plus blanc que les noirs, mais qui n'a pas la tête vide quand même. Quand je dis la tête vide, là vous expliquez mieux, parce que quand on dit la tête vide, c'est un peu comme si ils sont dénudés d'intelligence. Non, c'est pas le cas. Ils ont des diplômes, mais ils sont des illettrés. Ils ont la tête vide quand il s'agit de l'Afrique. Ils ne pensent pas Afrique. Précision nombreuse importante quand même. Ils pensent en leur capacité de monnayer leur diplôme en Europe, s'enrichir, rester là-bas, revenir en Afrique de temps en temps, ou au mieux préparer leur retraite pour revenir en Afrique. Mais ils ne pensent pas Afrique, revenir développer l'Afrique. Ceux qui ont décidé de le faire sont une minorité de nos jours. Fouille, cherche, jette un coup d'œil à droite, à gauche. Ça, tout le monde le sait, en fait, tout le monde le sait. Mais ce qu'il faut relever aujourd'hui, M. Stéphane Covidien, il y a cette problématique aussi des conditions qui motivent à ce qu'on revienne chez soi. Beaucoup aussi sont partis, peut-être aussi pour des raisons politiques, etc. Étant que tu es intellectuel, tu as un certain niveau aussi. On est prisé au fait par les classes politiques. Les complices, les mal élus complices qui doivent bâtir cette nation, développer l'économie, développer l'éducation, développer la santé, développer l'entrepreneuriat, ne le font pas. Et on a comme l'impression que l'Afrique est en train de tourner autour d'elle-même. Pour le moment, oui. Et comment on peut expliquer cette autarcie? J'imagine que ce n'est qu'un des éléments que vous évoquiez. Comment expliquer ça? J'aurais aimé avoir une baguette magique pour te dire, voilà l'explication tout de suite. Ou peut-être lire dans la boule du cristal. Mais je peux te dire ceci. Tant que l'Afrique ne va pas se sentir, je m'excuse l'Afrique, les Africains ne vont pas se sentir solidaires derrière les leaders, derrière leurs frères africains qui pensent Afrique, ceux-ci vont se retrouver isolés, à l'instar d'un Sylvanus Olympio, de Mariam Logwabi, de Thomas Sankara, et se faire éliminer individuellement. Et on y mettra des moins que doués, comme des Compaoré en place, des Hissène Habré qui viendront, des Idriss Déby qui viendront et qui, vers la fin, essayent d'être panafricanistes. Oui, vous parlez entre-temps d'un certain nationalisme aussi, mais vous dépassez ce niveau de nationalisme. Vous vous inscrivez peut-être aussi dans le fédéralisme, parce que quand vous évoquez tous ces noms-là, pensez peut-être à son pays, l'État en tant qu'individu, en griffe, mais aujourd'hui s'inscrit aussi dans ce collectivisme sur le plan africain. Les 56 000 km² de mon cher pays, le Togo, que j'aime de toutes mes forces, de tout mon cœur, ne font rien du tout face à une économie mondiale. Voilà pourquoi il faut le panafricanisme. Voilà pourquoi il faut le fédéralisme. Voilà pourquoi il faut vraiment la libre circulation des personnes et des biens sur nos 4 frontières. Et tout ça, pour le moment, ça reste dans le côté des théories. Sur le papier, des théories. C'est beau, c'est écrit, tout beau, tout bellement
institué, mais dans la pratique, c'est du nonsense. Ça n'existe pas. Donc, dans la pratique, vous voulez dire en général on dit enlever les frontières et nous préférons faire de ces frontières des sources de revenus. Viens te mettre sur la frontière Togo-Ghana. Longe cette frontière-là. Tu verras ce qui se fait. Il y a eu quand même la visite inopinée du président de la CEDEAO, c'était en juin 2017, c'est déjà aussi un pas. Il y a des choses à ma grande surprise, il était surpris qu'il n'y avait personne qui ne passait. Mais il a oublié qu'à cause de sa sécurité à lui, personne n'allait passer et franchir la frontière. Il n'y avait pas trop de sécurité parce que c'était quand même inopiné à l'improviste, etc. Donc ce n'est pas que la sécurité des grands jours, même si... sécurité ou pas, il suffit de savoir que le président de la CEDEAO est ici, tout le monde sait que il y aura à côté à la base, la sécurité. À la base, les gens étaient surpris. Parce qu'il était venu quand même... il était venu comme en griffe, voleur, pour citer cette fameuse phrase de la Bible. Quelqu'un viendra comme un voleur. Là, je vous taquine en tant que pasteur. Mais je reviens quand même... on va sur le fil de notre discussion, mais en même temps, c'est vrai qu'on parle d'une certaine autarcie de l'Afrique, mais après, d'aucuns, il y a des penseurs en fait qui estiment que l'Afrique n'est pas restée quand même les bras croisés. Et comment on peut croire quand même que les lignes bougent? Est-ce que vous avez comme l'impression que les lignes bougent parce que ça fait 5 siècles de colonisation, mais ce n'est pas pour d'autres, ce n'est qu'une dynamique naturelle qui suit son cours normal, que le processus a enclenché, etc. Est-ce que vous êtes de cet avis? Les lignes bougent. Ouais. Tu sais pourquoi les lignes bougent? Mais elles bougeront toujours lentement. Voici pourquoi elles bougent. Nelson Mandela dit que sans éducation, vos enfants ne peuvent jamais vraiment relever les défis auxquels ils seront confrontés. Il est donc très important de donner de l'éducation aux enfants et de leur expliquer qu'ils doivent jouer un rôle dans leur pays. De quelle éducation parle-t-on? Fin de citation. De quelle éducation parle-t-on? Nelson Mandela. De quelle éducation? De l'éducation avec un I majuscule. Ou I? Je m'excuse, un E majuscule. Ouais. C'est l'anglais me vient aux lèvres. Là, oui. Je m'excuse. Je rappelle que vous avez fait beaucoup d'années quand même aux États-Unis. Il faut quand même le rappeler aux éditeurs. Ouais. Et donc, quand on dit éducation, E en anglais, c'est I, tout le monde le sait. Donc, voilà, donc il s'agit de l'éducation E majuscule, c'est-à-dire toute forme d'éducation. L'éducation de la base à la maison où on doit apprendre à dire merci, où on doit apprendre à dire s'il vous plaît, où on doit apprendre à pardonner. Avant de mettre le pied à l'école, on va t'apprendre 1 plus 1 et ta table de multiplication jusqu'à 9. Et vous pensez que tout cela n'est pas suffisamment fait en Afrique? C'est pas suffisamment fait. On se rappelle que dans les sociétés traditionnelles authentiques, c'est des valeurs même qui incarnaient les sociétés africaines. Parce que l'école a été l'outil de division, de séparation de l'élève, de sa culture, de ses parents, de ses ancêtres. Et ça, moi, ça me touche et ça me fait tiquer quand vous dites que l'école... Et c'est d'ailleurs pourquoi il est important de relever le type d'éducation dont on parle. Oui, c'est vrai qu'on a toujours en lui, ici et ailleurs, en plus de 50 ans d'indépendance entre griffes, les Africains vont toujours à l'école des Blancs, on parle leur langue, etc. Les langues, alors que ce sont des instruments a priori de développement, ça ne sert qu'à faire des communications dans des groupes socioculturels en Afrique, et c'est bien dommage. Et cette école-là dont vous parlez, ça veut dire que, si je vous comprends bien, ça veut dire que pour vous, c'est un indicateur d'ascension sociale, de stratification sociale, et donc ça frise, ça divise, etc. Est-ce que c'est ça finalement qui a créé plus de problèmes dans les sociétés africaines? C'est l'école du blanc, l'école occidentale, l'éducation occidentale. C'est ça qui nous a divisés. C'est ça qui nous a séparés. Comment? C'est ça qui nous a fait croire. Comment finalement ça nous a divisés? Quand on te dit que les sacs, ça, comment ça s'appelle? Je m'excuse le terme là, c'est quoi? Vous le parlez de des balafres, les scarifications, voilà. Oui. Qui était ce que nous pouvons appeler de nos jours la carte d'identité, la pièce d'identité des ethnies et des tribus. Mais ça fait mal quand même. Je suis désolé. Ça fait mal, d'accord. Mais dépassons
le côté douleur. Mais quelle est cette façon de ronger la figure des gens pour les identifier? Il Dépassons, n'y a pas une autre manière, par exemple, de le faire? Dépassons le côté douleur pour aller vers la technologie et pour peut-être ce qu'on appelle aujourd'hui le tatouage. Dépassons le côté douleur. Oui, cette scarification, ça aussi, ça fait mal. Oui. Mais en même temps, c'est pas tout qui est bon quand même quand on parle. Un instant. Je dis ça permettait d'identifier certaines ethnies, certaines tribus. Le blanc a commencé à nous faire comprendre que il faut être vraiment arriéré, il faut être villageois pour accepter une telle chose. Et au lieu de trouver une alternative à cela, nous avons tout banni pour épouser la culture du blanc. Quand nous rentrons au village et qu'on fait les cérémonies traditionnelles, nous nous disons civilisés, on croise les bras, on regarde comme un spectateur. Parce qu'on nous a dit que c'est sale. Maintenant. Est-ce qu'en fait, c'est pas sale? Nous avons... Pour vous, c'est pas sale? Flamme. Quand on fait un tour, il faut quand même voir la réalité. Moi, j'ai jamais vu. J'aurais aimé que tu aies une mère féticheuse, un père féticheur, et que tu viennes me dire que ce qu'ils font est sale. Non, Si, j'aurais aimé que tu sois dans ce contexte-là. Non, revenons à la réalité. Depuis qu'on a vu quand même un couvent de fétiche, ou je sais pas, je m'excuse quand même, ou quand on verse de l'huile rouge, etc. J'avance peut-être des faits assez simplistes parce que je suis peut-être un novice aussi, mais il faut quand même le dire. Des l'huile rouge, etc. Je suis pasteur, je ne cautionne pas cela. Je suis pasteur, je ne cautionne pas cela, mais c'est sale par rapport à qui, par rapport à quoi? Je dis bien, c'est sale par rapport à qui, par rapport à quoi? Moi, j'ai fait les rues de l'Italie. J'ai été à Rome. J'ai été à Perugia. Et ça a changé quoi votre vision de voir les choses? Vous faites les rues, quand vous faites les rues. Votre vision des choses, ça a donné quoi? Quand vous faites les rues en Italie, vous allez voir que pratiquement à chaque rue, à chaque carrefour, il y a une statue d'un soi-disant saint. C'est une statue, c'est propre. Selon leur terme, de le relever. Je dis c'est propre selon leurs termes. La propriété est universelle quand même. Non. Parce que nous n'avons pas la technologie. D'accord? Parce que nous n'avons pas la technologie pour faire de nos fétiches de belles statues, de belles statuettes que l'on puisse apprécier. Du coup, on nous taxe de sale. Là, on ne parle pas encore de technologie là-bas. Je crois qu'on va refermer vite ce débat sur les fétiches parce que là, on ne parle pas de technologie parce que la propreté, c'est la propreté. Le simple fait de balayer, de nettoyer, c'est déjà ça. On ne parle pas de technologie. Mais on va y revenir. Pas de fuite en avant. Non, pas de fuite en avant, justement. Moi, je vous pose la question, vous donnez des réponses quand même, monsieur Covidien. Mais quand vous dites que c'est à cause de la technologie qu'on est sale ou pas sale, non, je dis non. Je dis c'est sale par rapport à qui et par rapport à quoi? Oui, pourquoi vous allez taxer ça de sale? Pourquoi? Non, quand c'est sale, c'est sale. Il n'y a pas de méthode. C'est pas de ta culture. Comment peux-tu taxer la culture d'autrui qu'elle est sale? Non, là, on ne se comprend pas. On ne taxe pas la culture de salle. On parle des fétiches, on ne généralise pas tout de suite. Vous allez trop vite en besogne peut-être. Mais on y reviendra si vous voulez. Vous parlez d'école, j'aimerais quand même que vous justifiez ça quand vous dites que l'école c'est un instrument de division des sociétés africaines. C'est important. On ne va pas s'attarder quand même sur les fétiches. C'est pas une raison pour qu'on ferme les écoles. C'est pas une raison pour qu'on... C'est pourquoi je dis c'est important et c'est pertinent de l'expliquer au lieu de s'attarder sur les fétiches à mon avis. J'ai déjà quitté le côté fétiche, mais je te dis que c'est pas sale. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que... Et ça reste votre avis. Allons-y. Heureusement que j'ai un peu de liberté, n'est-ce pas? Vous êtes décolonisé, vous avez de la liberté, allez-y. Donc c'est pour dire que, parlons de l'école occidentale, il faut la fréquenter pour aller découvrir. Parce que la parole de Dieu dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous avons appris à appeler ce liquide qui est dans cette boîte, dans cette bouteille que nous prenons de temps en temps, que nous appelons peut-être Pure Water ou autre, Vital, Voltic ou Volvic. Pas de publicité gratuite. Non, c'est pas de la publicité que je fais. C'est pour vous donner juste l'appellation. On a compris. On a appris à l'école que ça s'appelait de l'eau. Ouais. On a été à l'école, on nous a dit que ça s'appelle H2O, n'est-ce pas? Oui, ça, est-ce qu'on a cessé de l'appeler eau? On n'a pas cessé. On a découvert un peu plus devant. Donc, il faut aller à l'école du blanc, découvrir et revenir
adapter ces connaissances-là à notre être, à notre culture, à notre Afrique. À notre réalité, tout simplement. À nos réalités. À nos réalités. Oui. Nous n'avons pas une seule réalité. Oui, À nos réalités. Oui. Ainsi, nous allons pouvoir développer nos langues, parce que la langue est le premier outil de liberté, d'indépendance, de suprématie. C'est la langue. Si la France se bat pour ne pas perdre sa langue sous l'appellation de la francophonie, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait qu'elle a devant elle l'anglais qui la malmène et il y a le chinois aussi qui la malmène. Donc elle sait ce qu'elle fait. Nous devons pouvoir avoir nos propres langues bien développées de manière à ce que nous puissions penser dans nos langues. Je ne cesse de le dire. Je veux entendre un scientifique me parler de racine carrée 2 dans ma langue maternelle, dans le Swahili, dans le Xhosa, dans le Yoruba, l'Igbo. Et j'aimerais aussi vous voir juger dans votre langue en tant que juriste que vous êtes. Je peux le faire en mina, sauf que les articles Justement, c'est votre boulot. auront du mal à passer facilement. Tant que le physicien va continuer par dire qu'H2O, c'est 2 molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène, on en restera là. Il faut quand même révolutionner. C'est clair qu'il faut se réveiller, Flamme. Il faut une rupture brutale. Justement. Et ce n'est pas du sentimentalisme, c'est pas de l'émotionnel, mais c'est ça. Nous sommes à réanimer. Il faut choquer les consciences. Nous sommes dans la salle de réanimation. Et dans la salle de réanimation, ce qui se passe là-bas n'est pas joli à voir. Et vous l'avez compris, vous êtes au laboratoire sur Taxi FM dans l'émission Émergence. Nous entrons comme ça dans la deuxième partie, excusez-moi. Et Monsieur Stéphane Kevidi, on va toujours continuer par discuter de la décolonisation aux politiques d'influence des grandes puissances. Vous l'avez si bien dit, on vous a bien compris qu'il n'y a pas de décolonisation, d'autres parlent de néocolonialisme. C'est clair en tout cas qu'il y a quand même cet assujettissement qui continue. Il y a quand même aussi des enjeux stratégiques et haute valeur ajoutée. Est-ce qu'on peut dire aussi quelque part que les nombreuses ressources du continent sont aussi son malheur et ce qui particularise la situation du continent dans l'histoire des peuples colonisés? Non, ce que Dieu nous a donné ne peut pas être malheur. Je suis désolé. Ce que Dieu nous a donné ne peut jamais être un malheur. Et ça dépend de l'angle sous lequel on le voit. Non, ce que Dieu nous a donné est pour nous et pour le monde. Maintenant, ce sont ceux qui, par la technologie, nous ont devancés, qui s'accaparent de ces ressources et en font leur propriété. Vous voyez? Et justement, quand on parle d'enjeux stratégiques et haute valeur ajoutée, on dit ici le fait que l'Afrique dispose de tant de ressources, c'est dans l'absolu un atout économique majeur sur le champ international pour le continent. C'est aussi la cause de bien des crises et conflits. Ça, on ne peut pas le nier, des conflits inter- ou intra-étatiques depuis des décennies. On a la situation dans plusieurs zones africaines. Le cas par exemple de la situation d'instabilité récurrente de l'Est de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, vous le savez, le Nord et le Sud Kivu, etc. Il y a combien d'États en Afrique et de ces États, parmi eux, combien produisent des armes à feu? C'est pour te dire que c'est le blanc qui, derrière, manipule les frères africains les uns contre les autres, pour s'accaparer des ressources premières de ce continent. Oui. Point barre. Oui, c'est ce qu'il faut relever. Ce qu'il faut relever, c'est-à-dire que l'Afrique, entre-temps colonisée, et entre-temps décolonisée aussi, on va le dire ainsi. Mais vous parlez de l'influence de la mainmise des puissances occidentales. Oui, c'est clair. C'est-à-dire que si l'Afrique n'avait pas un sous-sol aussi riche, on l'aurait certainement laissé depuis. Et ça, c'est ce qu'il faut relever dans cette analyse aussi, vous ne trouvez pas, M. Stéphane Kevidi? On l'aurait laissé? Ça veut dire quoi, on l'aurait laissé? Et s'il n'y avait pas ces mines d'or dans le sous-sol, s'il n'y avait pas du coltan en Exaïr, etc., s'il n'y avait pas du diamant dans le sous-sol... Regardez combien les Européens se battent pour envahir le marché chinois. Est-ce qu'ils ont des ressources minières du sol chinois en retour? Non. Et pour autant, les Européens n'ont pas laissé l'Afrique plus
Bien au contraire. Et même les Chinois sont aujourd'hui en Afrique. Parce qu'ils sont avides. Et nous, frères africains, nous les suivons également. Et c'est triste. Et que faut-il faire aujourd'hui? Que faut-il faire pour trouver une solution à ça? Parce que quand on parle de diamant, quand on parle de non, on a des exemples. On parle des multinationales. On a l'uranium au niveau du Niger, au nord Kivu. Mandela dit. On parle du nord Kivu. Je vais terminer, vous laissez répondre. On parle du nord du Mali aussi avec Kidal et son nord, etc. Toutes ces influences. Comment aujourd'hui, quel est le remède? J'ai envie de vous demander si vous avez une baguette magique à nous proposer pour trouver une solution. En tout cas, des propositions. Mandela dit qu'une bonne tête et un bon cœur sont toujours une combinaison redoutable. Nous avons le cœur, nous sommes aimants, nous avons la notion d'autrui, nous avons la notion du voisin, nous avons l'amour. Il faut que nos têtes maintenant soient bonnes, soient bien faites. C'est-à-dire que nous soyons bien éduqués, que nous soyons bien encadrés. Tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez mentionné Kidal. C'est bien que vous avez mentionné Kidal parce que on nous avait fait croire qu'il y avait danger en la demeure au Mali. La France est venue, soi-disant aider le Mali à se libérer des djihadistes et autres. Et arrivé à Kidal, ils ont déposé leurs armes. Il n'y a plus eu guerre à Kidal. Avec la fameuse opération Serval. Justement. Et pourquoi il n'y a plus de guerre en deçà de Kidal? Parce qu'il y a des ressources là-bas. Donc, il faut négocier. Vous voyez? C'est encore de la cupidité. Parce que si vous permettez à ce Mali de rester un et indivisible, vous pourrez bien négocier ce que vous voulez. Mais puisque leur notion de capitalisme est basée sur cette logique selon laquelle on produit plus à un coût moindre pour faire des bénéfices exorbitants, ils s'en foutent pas mal. La preuve, ils ont toute une liste de produits pharmaceutiques qui ont été rappelés en Europe, qu'on nous a bazardé en Afrique. Certainement qu'on va y revenir, mais vous avez dit quelque chose d'important, c'est-à-dire que la problématique de la responsabilité des Africains eux-mêmes est toujours sur le tapis. Vous disiez, entre-temps, lors de votre première réponse, quand vous parlez de la liberté doit s'arracher par l'opprimé, parce que quand même, tout le monde doit être dominant. Et donc c'est au dominé d'arracher sa liberté. Donc nous, on va s'appesantir en tout cas sur les propositions de sortie de ce contexte malheureux. Les pays africains, on parle de Kidal au Mali avec l'or, on parle de l'uranium au Niger avec la société Arriva, des multinationales qui envahissent l'Afrique pour leur intérêt, des impératifs géostratégiques, etc. On ne le dira jamais assez. Que doit faire l'Afrique aujourd'hui? Même si, quelque part, ça fait mal, vous l'avez aussi évoqué, le djihadisme, l'Afrique est devenue carrément un terrain d'entraînement du terrorisme, etc. C'est compliqué aujourd'hui, mais c'est pas impossible. Est-ce que tu vois l'Europe envahir la Russie? Non. Est-ce que tu vois l'Europe envahir la Corée du Nord? J'aime cet exemple, le dernier. Pourquoi? Parce que ces deux pays ont ce qu'on appelle le nucléaire aujourd'hui. D'où l'Afrique doit Par analogie, l'Afrique doit se procurer son nucléaire. Et avoir le nucléaire. Quelle sorte de nucléaire? Les deux. Le nucléaire civil et le nucléaire l'arme. Vous savez pourquoi? Parce qu'on dit du respect à qui te respecte. Mais on ajoute ceci. À armes égales, nous sommes égaux. Vous voyez? Donc c'est ça qui fait que une fois que nous serons à la table de discussion et de négociation, ce ne sera pas une partie qui abuse de l'autre. Ce sera vraiment des discussions. Parce que tu sais que si tu tapes de la table, moi je suis capable de taper de la table. En ce moment, on parlera d'égalité, d'équilibre. Justement. Oui. Ce qu'il n'y a pas aujourd'hui. Et c'est justement pour ça qu'on appelle d'ailleurs le nucléaire une arme de dissuasion. Et c'est ce qui fait la force aujourd'hui de la Corée du Nord. En même temps, ça amuse aussi qui défie les grandes puissances occidentales. Et comment est-ce que l'Afrique aujourd'hui... Mais le problème, c'est vrai qu'on doit partir d'abord des ensembles déjà sous-régionaux, régionaux pour arriver à la fameuse Union africaine. Mais ça a du plomb dans l'aile. Que faut-il faire? Vous savez pourquoi?
Non. Parce que, c'est une question de volonté. 2, il y a encore parmi ces chefs d'État de soit la sous-région, soit de l'Afrique centrale, ou soit de l'Afrique australe, qui sont classés de malvenus. Donc, ils seront toujours en train de sauvegarder leurs petits précarés et ne sont pas prêts à se débarrasser de petits bouts de souveraineté pour qu'on puisse aller au fédéralisme de l'Afrique. Et c'est ça qui fait que ça piétine. Et c'est désolant, mais il faut s'y attendre. Vous voyez, l'Europe est partie de la notion de village pour aller aux grandes villes. Et se sont mis à rêver Union européenne quand nous nous battions dans les années 50 et 60 pour notre indépendance. L'Afrique était au niveau de village quand les Européens sont venus et nous ont imposé directement ce concept de ville. De village, on se retrouve à un niveau de ville sans qu'il n'y ait une transition volontaire de notre part. Ce qui veut dire que le développement de l'Afrique se fait lentement, mais se fera sûrement. Sauf que aujourd'hui, nous devons courir, nous devons doubler d'un peu de vitesse. Et il faut s'inspirer aussi des pays de l'Amérique latine, par exemple. On voit des pays comme le Brésil, même ce qu'on ne sait pas peut-être, aussi le Portugal qui a été pendant longtemps sous domination espagnole, aujourd'hui qui est aussi bien parti, etc. Mais comment l'Afrique peut-elle s'inspirer de ces exemples-là? Il n'y a pas seulement ces deux pays. Oui, pour ne citer que cela. Il y a l'Argentine qui est sortie du FMI. Oui, de l'Amérique latine en général, j'en ai parlé, oui. Donc, c'est à nous, à nos illustres, éduqués, diplômés, que vous êtes aussi. Donc, vous jouez votre partition dans l'émergence peut-être. Justement, d'aller aux nouvelles, d'aller faire des recherches et voir comment implémenter ce qui a été fait dehors. Mais de ne pas le faire d'une manière brusque, comme l'avait essayé un fameux Che Guevara, qui a voulu transférer son champ de bataille révolutionnaire de Cuba, de la Bolivie, au Congo. Et malheureusement, il s'est heurté à la réalité du terrain. Il a dû plier bagage et rentrer chez lui. Donc, c'est à nos leaders de s'inspirer et de cesser de croire que seul le modèle français, le modèle allemand, le modèle européen, bref, le modèle occidental, est le modèle à suivre. Ouais. On parle de la décolonisation politique d'influence des grandes puissances. On disait en fait qu'il y a des multinationales par rapport aux grandes puissances occidentales qui mettent en avant leur impératif géostratégique et la raison d'État au profit de l'assurance de leur rayonnement international. L'autre chose aussi qu'il faut souligner, M. Stéphane Quevidien, l'inégalité et défaut de redistribution des profits, la dénonciation du peu de considération de la plupart des multinationales pour l'environnement et la préservation des populations. On voit quand même des exemples. Le Nigeria, qui a subi au cours des dernières décennies plusieurs dizaines de marées noires. Il y a quand même la région de Delta, si je me trompe, où on extrait du pétrole, etc., où les populations, franchement, sont misérabilistes, qu'on va dire, avec des conditions de vie exécrables. Et ça, les multinationales, ils s'en foutent. Ce sont des capitalistes sans cœur et qu'ils doivent faire l'Afrique aujourd'hui. C'est des réalités. Il faut bannir la corruption de nos vocabulaires, la corruption de nos pensées, la corruption de nos actes pour pouvoir développer un pays, son pays, sa terre natale. Quand il n'y a pas de redistribution équitable des ressources d'un État et que le peuple se retrouve révolté et se soulève, il y a ce qu'on appelle la situation du delta au Nigeria.
il y a ce qu'on appelle la pagaille qu'il y a dans l'est du Congo, de la RDC. La RDC, le nord et le sud. Kivu. Justement. Oui. Il n'y a pas d'amour du prochain. Il n'y a pas l'amour de sa patrie. Vous voyez? Vous ne pensez pas que c'est ridicule et risible que nous nous retrouvions une 50aine d'années après l'indépendance, du moins après nos indépendances, avant de pouvoir avoir des hôpitaux dignes de ce nom où un chef d'État africain puisse, sur son propre territoire, aller se faire soigner par ses confrères africains sans aller en Europe. C'est vrai que c'est des questions qui viennent régulièrement, mais c'est la triste réalité. Et de l'autre côté, on me fait déjà signe. J'ai même pas vu le temps passer, Stéphane Quevillien. Mais on va aller très très rapidement. On a quand même 2 ou 3 choses encore à dire. Et on sait que le défi aujourd'hui, il est grand, et c'est le moins qu'on puisse dire. Quelle nouvelle stratégie politique africaine à mettre en place aujourd'hui? Des propositions? Restructurer l'administration. Embastiller tous les corrompus. Enlever de la tête de la jeunesse cette notion de gain facile. Mais pour lutter contre la corruption, il faut qu'il y ait des incorruptibles. Est-ce qu'il y en a? Il y en a. Il suffit d'en faire des lois. Il suffit de les appliquer et de ne pas faire de l'impunité. Et vous rejoignez peut-être Barack Obama qui, je crois en 2008, a prononcé ce fameux discours à Accra en disant qu'il faut des institutions fortes en Afrique. Justement, il faut des institutions fortes. Les hommes forts nous ont assez fatigués. Et à défaut des politiques, parce qu'on peut quand même se permettre de le dire, imaginons, enfin on va le dire ainsi, l'échec des politiques. Comment le peuple peut se libérer au niveau des États, pris individuellement, puis des ensembles sous-régionaux, pour finalement arriver à une coordination et une synergie d'action des peuples du continent. Et donc le rôle de la société civile et les intellectuels s'impose. On parle aussi d'une société civile instrumentalisée. Le défi il est grand. C'est facile de critiquer pour le plaisir de critiquer. Exactement. Il faut les remplacer. Ce qui est plus facile même, c'est de critiquer. Il faut les remplacer, point barre. Il faut les remplacer. Il faut proposer des solutions. Il faut les remplacer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, sur le plan politique, si les politiques échouent, il faut créer d'autres partis politiques pour aller les remplacer. C'est très simple. Et qu'est-ce qui fera la différence entre les nouveaux et les anciens? Est-ce on parle de changement de paradigme aussi. Est-ce que ce n'est pas le fait aussi que ce ne soit que des facsimilés, une reproduction exacte des pratiques importées en termes, on va parler des démocraties, etc. Est-ce qu'on ne doit pas réfléchir à sortir nos propres manières d'agir, etc. Quand on parle de changement de paradigme, on parle de rupture brutale, etc. Est-ce que finalement la réflexion n'est pas plus profonde? Nous avons déjà démontré, prouvé à satiété ou à suffisance, que copier verbatim in totum l'européen est impossible. Donc, vraiment, il est temps que nous créions notre propre logique. Mais pour le faire, encore une fois, il faut aller remplacer ceux qui font mal. Quand une équipe de football joue et qu'elle ne joue pas bien, que fait le coach? Il remplace ses joueurs. Il faut aller les remplacer. La société civile que nous taxons de corrompue aujourd'hui, il faut la remplacer. Les mauvais enseignants que nous avons dans les établissements aujourd'hui, il faut les remplacer. Les mauvais ministres que nous avons, il faut les remplacer. Les mauvais docteurs, les mauvais chefs d'État, il faut les remplacer. C'est seulement ça qui va nous apporter le changement voulu. Parce que vous savez... Et vous le disiez aussi, par l'éducation, par la sensibilisation, d'abord le changement il doit être mental à la base. Bien sûr. Ce n'est pas forcément le changement d'homme, mais c'est le changement de mentalité. Et c'est ce qu'il faut souligner aussi. C'est le changement de mentalité qui va entraîner le changement d'homme. Et ça va se faire peut-être de façon naturelle. On ne va pas déguerpir les gens de façon peut-être autoritaire pour créer d'autres frustrations encore, pour compliquer la situation peut-être aussi. Je n'ai jamais appris qu'on puisse faire un coup d'État à un ministre ou à un docteur ou à un enseignant. Donc je ne parle pas de la force physique. On ne parle pas de coup d'État non plus.
Alors, de la décolonisation et la décolonisation de façon effective pour ne plus être sous l'emprise des puissances occidentales parce que cela ne devait plus être le cas. Quelle est votre conclusion? Parce qu'on me fait signe de l'autre côté, vous l'aurez compris. En un mot, je vous donne la primeur, quand même l'honneur, puisque vous êtes notre invité, c'est vous qui faites l'émission, de placer votre dernier mot en guise de conclusion. Kwame Nkrumah disait, divisés, nous sommes faibles. Unis, l'Afrique pourrait devenir, et pour de bon, une des plus grandes forces de ce monde. Je suis profondément et sincèrement persuadé qu'avec notre sagesse ancestrale et notre dignité, notre respect inné pour la vie humaine, l'intense humanité qui est notre héritage, la race africaine, unie sous un gouvernement fédéral, émergera, non pas comme un énième bloc prompt à établir sa richesse et sa force, mais comme une grande force dont la grandeur est indestructible parce qu'elle est bâtie non pas sur la terreur, l'envie et la suspicion, ni gagnée aux dépens des autres, mais basée sur l'espoir, la confiance, l'amitié et dirigée par le bien, pour le bien de toute l'humanité. Kwame Nkrumah. Je vous remercie. Extrait de son discours de 1963. Nous vous remercions, Monsieur Stéphane Quevidien, coordination technique Francis Daï. C'était l'émergence sur Taxi FM. À la semaine prochaine. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM.